Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Et pourquoi, le podcast qui ne répondra pas à nos questions mais nous aidera à y réfléchir. Je ne vais pas tourner autour du pot bien longtemps, je veux de l'argent. Et si demain je gagnais à l'euro-million, car avouons-le, ce n'est pas le loto qui atteint les sommets stratosphériques de sa version européenne, je ne dirais pas « Quoi ? J'ai gagné 180 millions d'euros ? Ah non, merci, mais je passe mon tour, je suis très heureux comme ça. » Bon, dit comme ça fait un peu matérialiste, je vous l'accorde. Mais paradoxalement à cette affirmation, je crois ne jamais avoir été plus heureux depuis que j'ai divisé mes revenus par 3. Alors, évidemment, je rencontre des difficultés et des restrictions depuis que je suis dans cette situation. Mais malgré tout, comparativement à la période où je gagnais 3 fois plus, les angoisses et le stress qui en résultent me semblent moins subis, mais davantage choisis. Dans le même ordre d'idées, et pour faire écho à mon épisode sur le temps, cette décélération du gagner plus a été synonyme de temps libéré. Temps qui me permet aujourd'hui de créer davantage de contreparties aux angoisses et au stress que le gagner moins peut générer grâce à du temps passé avec les autres et à des activités qui me procurent du bien-être. Je pense que vous me voyez arriver avec la question qui va nous occuper dans les prochaines minutes. Et pourquoi l'argent ne ferait-il pas le bonheur ? C'est la question à laquelle je ne vais pas répondre, mais nous aider à y réfléchir. Ah mon Dieu, bien. J'aimerais, franchement, j'aimerais vraiment vous promettre qu'un jour, un épisode ne sera ni philosophique ni sociologique. Je vous assure, je suis le premier à en souffrir. J'aimerais vraiment aborder un sujet avec légèreté, tu sais, un sujet un peu je pose mon cerveau. Parce qu'en posant la question « Pourquoi l'argent ne ferait-il pas le bonheur ?», le passage quasi obligatoire pour moi, si je veux partir sur quelques bases solides, serait que je définisse le bonheur. Et là, je vous imagine déjà en train de lever les yeux au ciel, de soupirer, tant la tâche est une mission impossible que j'assume ne pas être prêt à relever. Mais malheureusement, et dans la grande tradition de mes questions sans réponse, eh bien, je ne vais pas définir le bonheur. Parce qu'il s'agit là d'un sujet hautement philosophique qui fait d'ailleurs très régulièrement son apparition dans les sujets du bac. Et d'ailleurs, à ce propos, force et courage aux étudiants qui, s'ils écoutent cet épisode au moment où il sort, passeront une épreuve de philo dans quelques jours. Me concernant, ayant eu 3 sur 20 en philo, j'étais et je suis bien incapable de partir là-dedans. Par contre, je peux vous donner la séquence qu'au moins un auditeur attend, le moment histoire. C'est parti. Chez les Grecs anciens, le bonheur, c'était une forme de pleine réalisation de soi. Aristote, dans son Éthique à Nicomaque, écrit que le bonheur est l'activité de l'âme conformément à la vertu. Ce qui dit comme ça sent un peu la poussière d'académie, mais qui revient à dire « sois quelqu'un de bien, fais le bien et tu seras heureux ». On est bien d'accord, rien à voir avec le petit frisson d'une petite commande Amazon réussie. Épicure, lui, invite au minimalisme. Dans sa lettre à Ménécée, il défend un bonheur simple, fuir la douleur, rechercher les plaisirs stables et se méfier du désir sans fin. Il écrit ceci. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs de l'homme déréglé, ni de ceux qui consistent dans les jouissances matérielles. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste pour le corps à ne pas souffrir, pour l'âme à être sans trouble. Il faut donc apprendre à se détacher de ce qui peut manquer, car les désirs illimités sont les plus grands fauteurs de troubles. Ils n'ont pas de fin, donc n'offrent jamais de satisfaction. Puis arrive le Moyen-Âge et le christianisme, et avec eux, le bonheur terrestre prend un petit coup dans l'aile. Le plaisir devient suspect, le monde matériel aussi. Dans ses Confessions, Augustin écrit « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Autrement dit, tant qu'on n'est pas connecté à Dieu, il manquera toujours quelque chose. Le bonheur véritable ne se trouve plus ici-bas, mais dans la paix d'après, promise à ceux qui auront gardé la foi et, si possible, un peu la tête basse. Au XVIIIe siècle,
On commence à croire que le bonheur n'est plus seulement un cadeau accessible en haut, mais un objectif à construire ici-bas. Voltaire nous invite à cultiver notre jardin, autrement dit, à trouver un sens dans le travail et le quotidien. Émilie du Châtelet, dans un texte aussi brillant que longtemps oublié, affirme que le bonheur repose sur des choix libres, éclairés et alignés avec l'amour de soi et des autres. Et Rousseau, lui, nous rappelle que le bonheur n'est pas fait de luxe ou de conquête, mais d'un accord entre ce que l'on est et ce que l'on vit. Ce siècle, en somme, ouvre la voie à l'idée que le bonheur peut devenir un droit, une quête, presque une promesse politique. Au XIXe siècle, la révolution industrielle fait croire à beaucoup que le progrès technique va nous rendre heureux. Plus de confort, plus de biens, plus d'argent, donc plus de bonheur? Pas si vite. John Stuart Mill, grand défenseur de l'utilitarisme, en fait lui-même l'expérience amère. Dans ses autobiographies, il raconte avoir traversé une crise existentielle, se demandant si, une fois tous ses idéaux réalisés, il serait enfin heureux. La réponse, non. Même dans un monde où tout irait bien, le bonheur ne serait pas garanti. Il lui manquait quelque chose. Et ce quelque chose, ce n'était visiblement pas le progrès que son époque offrait. Au XXe siècle, le doute devient général. Freud, dans Le malaise dans la civilisation, vient refroidir littéralement l'ambiance. Ce qu'on appelle bonheur au sens le plus strict découle de la satisfaction plutôt subite de besoins fortement ressentis et n'est possible que comme phénomène épisodique. Autrement dit, le bonheur, quand il existe, c'est bref, intense, mais instable. Et si par miracle, on obtient exactement ce qu'on voulait, eh bien, on s'en lasse. Et le plaisir durable, me direz-vous. Un sentiment d'aise assez tiède, dit Freud. Bon, bah voilà. Bon, bah j'avais pas prévu de vous plomber, le moral, mais on y est. Au même moment, d'autres voix s'élèvent contre l'illusion du bonheur à portée de carte bleue. Herbert Marcus dénonce une société qui nous rend unidimensionnels. Guy Debord parle de spectacle qui nous hypnotise. Et Bourdieu, fidèle à lui-même, démonte l'idée qu'on choisirait librement ce qui nous rend heureux. Plus on nous vend du bonheur, plus il devient inaccessible ou pire encore, fabriqué. On consomme pour combler un vide. Et devinez quoi? Le vide reste. Voilà. Maintenant que nous sommes tous au fond du seau, c'est le moment de creuser tous ensemble, histoire au choix de trouver peut-être le petit trésor de l'ancêtre dans le jardin, ou alors du pétrole. Au moins avec ça, nous aurons de quoi avoir quelques minutes d'euphorie. Et maintenant, eh bien, je vais vous offrir 2 choses. Oui, 2 cadeaux parce que après ce passage, je vous dois bien ça. Premier cadeau, du bonheur. Et promis, je vais réussir à vous en transmettre sans vous balancer une vidéo de chaton, ni une pub pour des retraites bien-être à base de jus de céleri. Deuxième cadeau, un peu de cohérence. Parce que je vous entends d'ici, oui, vous là, les pragmatiques dans le fond, me soufflez, c'est bien beau, tous ces philosophes qui palabrent sur le bonheur, mais l'argent, parce que bon, l'argent, c'est du concret, c'est presque du palpable. Quand est-ce qu'on en parle? Eh bien, accrochez-vous car figurez-vous qu'il existe quelque part sur cette planète un homme qui coche toutes les cases. Un homme qui, sur Google Images, respire littéralement le bonheur. Mais alors vraiment, ce type est une bouffée d'optimisme en JPEG. Et cerise sur le gâteau, il parle d'argent. Vous ne me croyez pas? Alors vérifiez, ce gars-là, il sourit absolument sur toutes les photos. C'est à se demander si son visage connaît la gravité. Même sa moustache, qui logiquement devrait former une sorte d'accent circonflexe triste, se redresse comme tiré vers le haut par la seule force de sa joie de vivre. Et attention, parce que là, vous vous dites peut-être forcément qu'il est heureux, il parle d'argent et il doit probablement en avoir des tonnes. Mais non, ce n'est ni un trader, ni un coach en crypto qui s'est isolé à Dubaï. C'est un économiste. Et pas n'importe lequel. Je vous présente Richard A. Esterlin. Alors, pour ceux qui voudraient taper sur Google, Richard avec un D, A parce que à l'américaine, et Esterlin, alors je ne l'ai pas prononcé à l'américaine, mais pour vous l'épeler à la française, c'est Easterlin. Il a été un des premiers à prendre la maxime « l'argent ne fait pas le bonheur » pour en faire un tableau Excel. Donc, Richard, dans les années 70, tente de mesurer le bonheur et de le mettre en équation.
il a eu cette idée un peu folle, je vous l'accorde, comparer les revenus et le niveau de bonheur des populations. Et là, surprise, il observe que si, à l'intérieur d'un pays, les plus riches sont en moyenne plus satisfaits de leur vie que les plus pauvres, cette corrélation disparaît quand on regarde l'évolution du pays dans le temps. Autrement dit, un pays peut devenir plus riche, mais pas plus heureux pour autant. Voilà ce qu'on appelle aujourd'hui le paradoxe d'Esterlin. D'autres, comme Daniel Kahneman, philosophe et économiste et accessoirement prix Nobel d'économie en 2022, ont voulu aller plus loin. En 2010, lui et Angus Deaton, autre prix Nobel d'économie en 2015, autant vous dire qu'on frôle la bromance entre Nobel, proposent un seuil américain de 75 000 $ par an. Au-delà, l'argent n'apporterait plus vraiment de bonheur supplémentaire. Et je n'irai pas plus loin sur leur analyse, parce que j'imagine déjà que vous avez sauté sur votre calculette pour diviser ce montant par 12, et vous vous rendrez vite compte de l'énormité du montant qui, je le répète, n'est valable que pour les États-Unis, où les coûts invisibles, logement, éducation, santé, font relativiser le montant de 75 000 $ par an, qui n'est alors plus un luxe, mais une question de survie. Mais l'avantage de cette étude, c'est qu'elle a donné des idées à d'autres, notamment à l'INSEE qui s'est demandé « et si on faisait la même chose, mais version baguette tradition et SMIC horaire à 11 €. Passons au concret, car pour les instituts, de la baguette à la calculette, il n'y a qu'un pas. Dans une étude publiée en juin 2024, l'INSEE identifie ce qu'on appelle un seuil de satiété. En gros, le niveau de revenu à partir duquel gagner plus ne rend pas plus heureux. Et ce chiffre, en France, roulement de tambour, c'est 30 000 € net par an pour une personne seule, soit 2 500 € net par mois. On est d'accord, là, plus rien à voir avec les 75 000 $ américains. Alors évidemment, ce seuil varie un peu selon les profils. Il est un peu plus élevé pour les retraités, les habitants de grandes villes comme Paris, et plus bas pour les familles monoparentales ou les personnes vivant dans des zones rurales. Mais globalement, passé cette barre, l'argent cesse d'être un vrai moteur de satisfaction de vie. Pire, certaines émotions négatives, comme le sentiment de dépression, recommencent à augmenter légèrement au-delà de ce seuil. Et ces résultats sont cohérents avec d'autres données de l'INSEE. En 2022, la note moyenne de satisfaction de vie en France était de 7,1 sur 10. Chez les 25% les plus modestes, elle tombait à 6,5, tandis qu'elle atteignait 7,6 pour les 25% les plus aisés. Donc, oui, il y a un écart. Mais ce n'est pas non plus un gouffre. Et surtout, l'augmentation du revenu ne suit pas une courbe exponentielle de bonheur. C'est plutôt une pente douce, puis une grande ligne droite un peu plate. Alors, évidemment, tant qu'on rame pour payer son loyer, s'offrir des vacances ou ne pas se demander s'il faut choisir entre les lunettes et les carottes, l'argent reste une source importante de confort et donc de mieux-être. Mais une fois les besoins de base couverts, ce sont les relations sociales, la santé, le sens donné à ce qu'on fait ou tout simplement le temps pour vivre qui prennent le relais. Et cette donnée-là, elle est d'autant plus intéressante qu'elle contredit l'idée selon laquelle plus égale mieux. Non. Parfois, plus, c'est juste plus de pression, plus de comparaison, plus d'attentes déçues. Et ce que confirme le dernier rapport Ipsos 2025, c'est que cette équation du plus égale mieux ne tient pas franchement la route. D'un côté, ce n'est pas l'argent qui arrive en tête des sources de bonheur. Ce sont la famille et le fait de se sentir aimé et le sentiment d'avoir le contrôle sur sa vie. Autant dire des choses qu'on ne trouve pas en solde pendant le Black Friday. Mais de l'autre côté, quand on demande aux gens ce qui les rend malheureux, la réponse est quasi unanime, leur situation financière. Et ça, peu importe l'âge, le pays ou le revenu. Alors non, courir après plus n'apporte pas toujours plus de bonheur, mais ne pas avoir assez reste ce qui pèse le plus lourd sur les épaules. On ne cherche pas à vivre dans l'abondance, juste dans un monde où acheter une paire de lunettes ne met pas en péril la prochaine raclette. Vous ne l'aviez pas vu venir, cet instant poésie. Bref, on fait quoi ? Je vais reprendre notre ami Esterlin. Parce que, avouons-le, maintenant que vous avez vu son visage, vous avez envie de passer une journée avec lui à discuter de tout. Eh bien, Richard, qui ne s'est pas arrêté à son paradoxe, a continué à essayer de comprendre en ne prétendant pas avoir trouvé la recette universelle du bonheur, mais ses recherches nous soufflent un conseil très simple. Et je ne vous le cache pas, très difficile à entendre dans une société obsédée par la productivité. Il dit ceci.
La plupart des gens pourraient augmenter leur bonheur en consacrant moins de temps à gagner de l'argent et davantage à des objectifs non monétaires comme la vie de famille et la santé. Moins courir après l'argent, plus se soucier de ce qui ne s'achète pas. En somme, apprendre à réinvestir ce que l'économie appelle des pertes de temps et que la vie, elle, appelle peut-être simplement vivre. Et si le bonheur n'est pas dans l'avoir, ni même dans l'être, alors peut-être qu'il est, comme le dit André Comte-Sponville, le seul vrai bonheur, c'est le bonheur en acte. Le vrai bonheur, c'est le bonheur d'agir, si possible avec d'autres. Et donc le bonheur est dans l'action et la relation. L'argent, alors, s'il ne fait pas le bonheur, pourrait être vu pour ce qu'il est, un moyen, parfois nécessaire, souvent rassurant, mais rarement suffisant. Il dit des choses de notre monde, de nos priorités, de nos peurs, mais il ne dit pas tout. Et ce qu'il ne dit pas, c'est peut-être ce qui nous rend vivants. Alors oui, nous voulons tous de l'argent, mais pas à n'importe quel prix, pas au prix de ce qui fait notre bonheur. Comme vous le savez depuis 2 mois maintenant, les sujets sont désormais prolongés d'une manière moins solitaire. La semaine prochaine, ce sera au tour de Charlie, exploratrice des possibles de m'accompagner. Elle a dirigé, entrepris, organisé, milité, autant d'actions dans lesquelles l'argent est présent. Puis, un jour, elle a décidé de tout réinventer. Aujourd'hui, elle accompagne celles et ceux qui veulent créer autrement leur art, leur vie, leur rapport au monde. Il me semble alors pertinent de parler avec elle de ce rapport de l'argent et du bonheur, avec celle qui, depuis que je la connais, a toujours su recevoir la parole et la rendre les pieds au sol et la tête dans les étoiles. Aux auditeurs du présent, je vous dis à mercredi prochain, et aux auditeurs du futur, je vous dis à de suite. À bientôt, merci.